des États-Unis d'Amérique, les inquiétudes montent et ça et là à travers le monde. La crainte d'une hausse généralisée des prix de produits d'hydrocarbures se fait ressentir. C'est le cas au Cameroun, où le pays dépend totalement des importations. Conséquence directe, si la guerre perdure, le prix du carburant à la pompe va grimper, le gaz aussi. Docteur Jean-Marie Biada, c'est l'invité de ce 19h le Prime. Le risque d'observer une flambée du coût du fret maritime n'est pas nul. Vous imaginez un bateau qui arrive passer par le détroit d'Ormuz, on lui dit, monsieur, il y a des mines maritimes là-bas, il est dit maintenant pour aller vers le canal de Suez, on dit, monsieur, vous allez recevoir un obus sur la tête, ou alors, si ce n'est pas un obus maintenant, on va envoyer un drone également avec un petit élément qui viendra vous saluer. Vous êtes obligé de contourner maintenant par le cap de Bonne-Espérance, vous retournez pour remonter par... Monsieur, c'est 5000 km de plus. Donc ces 5000 km, de mon point de vue, seraient compréhensibles, tant par le vendeur que par l'acheteur. Ils vont donc convenir de ce que je vais maintenir toujours les $54 le baril, mais comme j'ai fait 5000 km de détour pour pouvoir venir t'approvisionner, monsieur, tu vas prendre plein pot. Cette augmentation du prix du fret maritime, à ce niveau-là, oui, je suis d'accord. C'est-à-dire que même si le Cameroun avait des stocks de sécurité, qui pourrait lui permettre de tenir sur 3, 4, 5, 6 mois ou 1 an, sinon même plus, n'ayant pas d'armement maritime commercial qui lui permette donc d'aller faire des enlèvements à l'international pour approvisionner son marché, il sera obligé de prendre dans le contre-coup de cette inflation qui forcément va s'installer sur le maillon fret international. Alors, docteur Jean-Marie Biada, en discutant avec vous in camera, vous faisiez mention de ce que, au-delà de la guerre contre le nucléaire, que les États-Unis et l'Iran et Israël semblent brandir aux yeux du monde, ce n'est que la face visible de l'iceberg qui est la lutte contre la dédollarisation du monde par Donald Trump. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, la dédollarisation, très rapidement, pour vos auditeurs, en 1974, Henry Kissinger, secrétaire d'État américain, va donc signer une convention avec le roi Fahd d'Arabie Saoudite en disant, monsieur, arrangez-vous au niveau de l'OPEP à facturer tout ce qui est produit hydrocarboné, brut ou raffiné en dollars. Donc, résultat de course, les Américains produisent du pétrole, mais le pétrole qui est produit à n'importe quel coin du monde est facturé en dollars. Résultat de course, ils se retrouvent dans une configuration de ce qu'on appelle techniquement enrichissement sans cause. C'est-à-dire que quelqu'un produit son pétrole, tu n'es pas là, mais quand il vend, c'est en dollars. Donc, c'est-à-dire quand il vend, c'est toi qui encaisses. Résultat de course, qu'est-ce qu'ils font? On fait tourner la planche à billets matin, midi, soir pour pouvoir alimenter le commerce international en dollars. Or, vous avez suivi le 3 janvier, un chef d'État a été arrêté du côté du Venezuela parce qu'il avait pris... Bon, ce n'est pas le discours officiel, on nous l'a présenté comme un narcotrafiquant, mais nous qui suivons l'actualité économique savons qu'il avait déjà pris des libertés en matière de facturation. Il facturait son produit en roupies indiennes, en réal brésilien, en rouble russe, en yuan japonais. Et vous voyez très bien que c'est quoi tout ce que je viens de citer là, c'est qu'en yuan chinois, c'est les pays du BRICS. Or, les pays du BRICS, leur avantage même par rapport au système actuel, c'est que quand ils vous accordent un concours, monsieur Antonio Tcha, vous êtes sud-africain, si ils vous accordent un concours d'équivalent de 100 millions de dollars par exemple, pour rembourser en rand, qui est la monnaie légale chez vous. Si vous accordent un concours aux Indiens, les Indiens remboursent en roupies indiennes. Donc, le BRICS est là pour la dédollarisation de l'économie. Et l'Iran également, qui est un très grand producteur du pétrole à l'échelle mondiale, était rentré dans cette logique-là également, de pouvoir facturer ses productions de pétrole, non pas en dollars, mais en monnaie de chacun des États de ce BRICS-là. Et résultat de course, face à une affaire comme ça, le président Trump ne pouvait pas attendre longtemps. Regardez que c'est presque concomitant. 3 janvier, et puis, je sais pas, 28 ou 1er mars, l'écart est tellement petit, moins de 60 jours. Vous n'imaginez pas que ce soit simplement le fruit du hasard. Donc, derrière cette guerre que nous sommes en train de voir, en disant on lutte pour le pétrole, pour le contrôle du pétrole, en réalité, c'est un dernier sursaut d'un pouvoir américain pour retarder la dédollarisation de l'économie. Parce qu'en fait, si le dollar n'est plus retenu comme monnaie de facturation de 70%, sinon plus, des transactions commerciales dans le monde, le grand perdant de cette opération, c'est les Américains. Sinon, nous n'aurons plus intérêt à produire le dollar sans retenue, parce que les autres travailleraient chez eux. Et la grosse conséquence, c'est quoi? Le stock de dette sera très élevé.
Parce que ce que vous devez manger maintenant, vous devez payer. Mais ce que vous travaillez maintenant, vous devez payer. Et les grands budgets militaires qui dépassent largement tout ce qu'on peut imaginer chez nous sont financés justement par le dollar. Vous imaginez que si cette dédollarisation est actée, les grands programmes militaires, aller à la Lune, aller à tel endroit ou tel autre, innover en matière d'outils de sophistication qu'ils font généralement pour nous tuer, pour nous ôter la vie, ça va devenir presque une vue de l'esprit. Donc derrière cela, cette lutte pour le contrôle des substances hydrocarbonées telles que nous voyons là, regardez beaucoup plus derrière le rideau. Derrière le rideau se joue donc un grand combat pour retarder la dédollarisation effective de l'économie mondiale, parce que le grand perdant dans l'opération, ça sera plus les États-Unis que les membres du BRICS, si je ne prends que ça, ou bien les membres de la Confédération des États, Alliance des États du Sahel, qui est une confédération, qui malheureusement ce n'est pas encore une fédération. Donc voilà l'analyse que je voulais faire au-delà de ce que nous avons vu derrière le pétrole ou le fait maritime international. Donc, docteur Jean-Marie Biada, comment le Cameroun peut-il faire pour se départir de cette forte dépendance des produits hydrocarbures venant de l'extérieur? Est-ce que ce scénario est possible? Oui, ça c'est un scénario très possible. Vous êtes en train de parler là de l'autonomie énergétique. Et c'est tout ce qui, en économie, c'est comme ça que ça fonctionne, monsieur Elton Diocha. Vous faites des recherches, vous vous rendez compte que vous avez certains massifs de ressources naturelles. Ça peut être le bois, ça peut être la mine, ça peut être la mine solide, ça peut être la mine liquide ou la mine gazeuse. Et qu'est-ce que vous faites? Vous vous dotez d'une unité industrielle de transformation à grande échelle de cette ressource-là. C'est comme ça que vous allez finir par acquérir l'autonomie dans ce domaine. Et là, nous sommes en train de parler des produits hydrocarbonés. Le Cameroun produit le camcolé. Donc, il n'est pas un grand producteur, mais il fait des 50 000 barils jour. Il y en a qui n'ont même pas un demi-baril. Donc, là, c'est à féliciter la République centrafricaine. On nous annonce depuis des années qu'ils ont le pétrole, mais rien ne sort de ce côté-là. Donc, le Cameroun est un petit producteur, et pour sauvegarder son autonomie énergétique, qui fait partie de la souveraineté aussi. Parce qu'un pays qui ne peut pas faire bouger, par exemple, ses engins de lutte stratégique, ben, il n'est pas souverain. Un pays qui ne peut pas autoriser la mobilité urbaine, interurbaine ou rurale, c'est pas un pays souverain. Donc, cette autonomie énergétique fait partie de la véritable souveraineté du Cameroun. Et pour l'avoir, donc, nous avions déjà, et c'est une structure qui a été inaugurée en 1981, la Société nationale de raffinage, on revampe rapidement la Sonara, qui a cessé de fonctionner sur son versant raffinage pétrolier depuis la nuit du vendredi 30 au samedi 31 mai 2019. Si le Cameroun relance la Sonara maintenant, la Sonara pourra valablement produire, raffiner son brut et le mettre à l'abri des contre-coups du commerce international. Donc la solution passe par la remise à flot de la Sonara. Oui, la Société nationale de raffinage doit recommencer à fonctionner sur son versant raffinage pétrolier. J'insiste depuis sur son versant raffinage pétrolier parce qu'en fait, la Sonara fonctionne aussi sur son versant trader. Donc la Sonara est un trader, j'achète et je revends en l'état sur la base de la licence que le gouvernement lui a donnée depuis son inauguration en 1981. Et au quartier, on vous demanderait qu'il achète quoi pour revendre? Non, puisque c'est une société pétrolière, je m'excuse de rire, hein. Il achète les produits finis pétroliers parce que localement, il a fini les produits blancs et les produits lourds. Les produits blancs, c'est quoi? C'est le super, c'est le GPL gaz de pétrole liquéfié, et le lourd maintenant, c'est le fuel 1500, sur le fuel 2.5 pour les industries, c'est le gaz des pétroles liquéfiés, c'est-à-dire le butane pour les ménages, c'est le gazoil également pour les transporteurs, ceux qui travaillent dans la mine, ceux qui font des travaux de BTP, c'est le naphtha aussi pour les populations là-dedans. Bon, c'est vrai que je ne peux pas citer d'autres produits parce que la Sonara n'était pas allée dans la logique d'être un complexe pétrochimique. Parce que, en réalité, pour mieux tirer parti de tout ce qui est hydrocarbone brut, il vaut mieux toujours mettre sur pied un complexe pétrochimique parce que au-delà de ces produits finis maintenant, vous pouvez poursuivre la transformation avec le bitume, avec le naphtha, avec les engrais azotés, les engrais potassiques, les engrais phosphatés. Je n'oublie pas également d'autres fertilisants qui permettent de nourrir la terre et en même temps faire le traitement du verger à travers les fongicides par exemple. Donc il importe
C'est ce que sa licence lui dit en tant que trader. Il importe les produits finis hydrocarbonés vendus sur le marché international et nécessaires pour le fonctionnement de l'économie locale. Et quand il arrive donc ici, il a déjà des bacs. Il stocke ça dans ses bacs à la Sonara, bacs des produits finis. Et si vous voulez procéder aux enlèvements, vous allez à un endroit qu'on appelle PCC, poste de chargement camion citerne. Vous procédez aux enlèvements maintenant et vous alimentez les populations soit en gaz domestique, soit d'autres produits tels que j'ai cité, le super ou bien le gazoil. Donc voilà ce qu'il importe. Il n'importe pas la friperie. C'est-à-dire que pour rester dans un camerounisme, la Sonara restait dans son versant bas et un l'âme. Bon, ne l'appelons pas comme ça parce qu'en fait, c'est pas tout le monde qui a la licence. Mais c'est le cas. Docteur Jean Mabiada, pour sortir, on dirait que ce n'est pas l'argent qui manque pour mettre la Sonara à flot pour son versant de raffinerie. Tout à fait. L'argent ne peut pas manquer. Ça ne coûte pas tout le budget du Cameroun non plus. Non, c'est moins d'$1 milliard, ou bien c'est moins d'$1 milliard c'est presque 500 millions d'euros. Donc, c'est-à-dire 300 milliards à peu près, 350 maxi 400 milliards. Non. Et dans le domaine, on travaille beaucoup plus avec une formule anglaise que j'appelle le turnkey project, c'est-à-dire des projets clés en main. Donc ils arrivent, vous dites qu'est-ce qu'il y a, on y voici nos unités qui ont cramé, ils disent donc bon, c'est ici que vous voulez qu'on travaille, oui. On va changer d'unité d'hydrocraquage, d'hydrogénation, d'hydrodésulfuration, qu'est-ce que vous voulez? Vous racontez tout, ils vous disent non. Nous avons besoin de vous planter là une nouvelle raffinerie. On va raser cette histoire-ci. Si vous êtes disposé à prendre nos conditions, c'est parti, vous indiquez là où ils vont le faire, ils rasent et ils plantent dans votre unité de raffinage, au grand complet. On va faire des tests. Ce n'est pas qu'ils placent comme ça, ils partent. Dans le cadre de ces projets clés en main. Donc vous surveillez, vous travaillez avec eux de façon conjointe, et puis il y a des livrables à mi-parcours. On fait les tests devant vous. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Oui. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Oui, malheureusement, on a traîné 7 ans et j'ai appris qu'on a lancé un avis d'appel d'offres pour voir s'il était nécessaire ou indispensable de sortir la Sonara de cette léthargie dans laquelle elle a été plongée, cette inactivité dans laquelle elle a été plongée dans le cadre du raffinage pétrolier depuis pratiquement 2019. Ça m'a un peu déçu. Donc notre souhait, c'est qu'on aille dans la logique du clé en main. Et puis on fait appel aux spécialistes, aux hommes de l'art, et ils nous permettent de sortir donc de cette léthargie-ci. Tout au plus pendant 36 mois. C'est possible. Nous n'avons pas la plus grande raffinerie du monde. Merci. Vous allez chez Dangote, monsieur, 600 000 barils par jour, là où vous êtes à 28 000. On ne peut pas comparer les deux. Donc, nous, on peut facilement s'appuyer sur des gens qu'on connaît à gauche ou à droite pour venir aider le gouvernement à donner du sourire à ces populations et aux industriels, sans oublier les opérateurs du secteur des BTP et de la mine. En tout cas, on a vu des stades être construits à plus de 1000 milliards de francs CFA. Docteur Jean Mabiada, merci à vous et à très vite. Merci beaucoup, monsieur Alton Diocha. C'est ça le drame de ces guerres que les superpuissances donnent un malin plaisir à déclencher depuis leur salon feutré avec du cigare et du champagne en main. Voilà ce que ça cause. Et Donald Trump, de plus en plus incohérent dans ses discours. Oui. Le discours évolue, mais jamais de cohérence dans le discours. Déjà, au sein des populations américaines, déjà, la majorité des Américains est contre cette guerre. Plus de 60% d'Américains se disent défavorables à ces frappes en Iran. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi. Et Donald Trump, qui est sorti de l'accord de 2015, a pensé menacer l'Iran, mais il a plutôt ouvert la boîte de Pandore. La sortie des États-Unis a enlevé tout contrôle sur l'enrichissement de l'uranium iranien. Le fait que les États-Unis sortent de l'accord a permis donc à l'Iran d'enrichir son uranium jusqu'à 60%, alors que c'était bloqué à 20% avec Obama. Alors Donald Trump, dans ses déclarations intempestives, a dit on sort de l'accord, a déchiré l'accord, et voilà donc la conséquence aujourd'hui. Et on a remarqué que le gel justement du détroit d'Ormuz a un impact sur la pharmacie, les cosmétiques, l'alimentation avec les céréales, bref, toutes sortes de choses. Et puis maintenant le contour, c'est-à-dire que le contournement va générer quand même un retard. Vous aurez quand même 10 jours. Si vous passez des commandes, parce qu'il faudra contourner par le canal de Suez, par la pointe de l'Afrique, par l'Afrique du Sud, eh bien vous allez mettre 10 jours avant que vous ne voyez vos marchandises être acheminées. Et passer par le cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud.
Et s'il vous plaît, ça va augmenter le coût de 30%. 30%. Parce que 10 jours, c'est 10 jours mais quand également même. Bah oui. de fuel pour les navires. Oui. 10 jours de plus pour entretenir le personnel. Le personnel, Et ouais. c'est tout un tas de choses compliquées. Donc, il n'y a pas moyen de continuer cette guerre parce qu'à un moment donné, Israël et les États-Unis vont se résoudre à négocier. Parce que c'est l'Iran qui tient maintenant le timing. Oui. Donald Trump a annoncé que les Iraniens veulent causer, mais la presse israélienne a démenti et dit Donald Trump ment. C'est lui qui veut négocier, Voilà. ce n'est pas l'Iran. L'Iran ne veut pas négocier et c'est la presse israélienne qui dément Oui. l'information selon laquelle les Iraniens veulent négocier. La presse israélienne dit non, c'est pas l'Iran qui veut négocier, c'est Donald Trump qui veut négocier parce qu'il a déclenché un truc. L'un de ses plus importants radars dans le Golfe a été frappé par l'Iran. Oui. Le radar qui pour lui permettait d'avoir le contrôle sur Sur le Moyen-Orient. Ouais, sur les dispositifs anti-missiles Oui, oui. dans le Moyen-Orient, avec lequel se vantaient auprès des monarchies arabes de les protéger. Ils Oui. se rendent compte ils sont livrés à eux-mêmes. Oui. L'ambassade américaine à Dubaï a été frappée hier. Oui. Ça, avant-hier 23h, ça a été frappé à Dubaï. L'ambassade américaine de Riyad en Arabie Saoudite a été frappée également. Cette semaine toujours donc. Les États-Unis ont peut-être déclenché une histoire sans savoir. Je crois qu'ils n'ont pas vu ça venir. Non, ils je n'ont pense pas que vu Donald Trump n'a pas mesuré l'impact et surtout il a très mal apprécié la puissance de feu. Bon, il avait une vague idée, hein. Il avait une vague idée parce qu'en fait dans sa tête de farfadet, le but pour lui était d'empêcher que l'Iran continue à enrichir ses missiles. Oui, mais sauf que l'Iran bat les États-Unis. Mais les États-Unis n'ont jamais gagné une guerre. Ils ont fait la guerre du Vietnam, mais les Vietnamiens leur ont flanqué. Mais une de ces déculottés n'ont jamais gagné une guerre. Je crois qu'il n'a pas en Irak, mesuré. ils se sont embourbés Oui. en Irak. Exactement ce que Saddam Hussein avait prédit. Vous allez vous embourber. Oui. Ce sera le cimetière de vos enfants. Ce qui est arrivé, quand ils se retirent de l'Irak, il n'y a plus moyen. C'est-à-dire qu'ils fuient l'Irak carrément. Pareil en Afghanistan. Quand ils sortent de l'Afghanistan, parce qu'il n'y a pas moyen. Ils ont foiré. En tout cas, le détroit d'Ormuz reste fermé jusqu'à ce que les gardiens de la révolution le décident. Oui. Et tant que les frappes continuent sur l'Iran, il n'y aura pas d'ouverture du détroit d'Ormuz. Et pour l'instant, tant que l'ambiance reste bonne sur le Big Morning de Jambo FM, la vie sera belle tout autour de nous.